Ce soir, l'amour a rendez-vous avec Josiane Balasco, Victor Lanoux et toute la Smala à 20h55 sur France 2. Vous êtes prêts à partir? Oui. On est prêts. Allez, top chrono, c'est parti. Bleu ou rouge, qui va gagner ce soir sur France 3? Aïe, 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 aïe. Elle passe devant et elle va à l'aveugle. Oh, c'est un bel contrôle, Décoder les indices. Vite, 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 vite. Vous êtes Monsieur Tramoni? Tailler la route. Regardez ça. L'aventure tout terrain. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Attends, mais tu vas y aller comment? En hélicoptère, là. Avec Sylvain Augier, la Corse vue du ciel. La carte au trésor sur la côte sauvage, ce soir 21h sur France 3. France Télévisions Sport vous présente l'étape du jour. Avec Michelin, fournisseur officiel de pneumatiques, cartes et guides. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Retour sur France 2. Retour sur France 2 pour vivre ce final, enfin c'est plus qu'un final, hein, pour vivre toute l'après-midi ensemble sur le Tour de France. Nous sommes ensemble depuis 10h50 ce matin avec Bernard Thévenet, avec Jean-René Godard et Jean-Paul Olivier, avec toutes nos équipes donc pour vous faire vivre cette étape en continu, en intégralité. On a bien fait, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde, Bernard. Il se passe beaucoup de choses, un peu dramatiques tout à l'heure dans les descentes aussi dangereuses. On a assisté à beaucoup de chutes, à l'abandon de Casagrande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une intensité dramatique très forte sur ce tour. Oui, il y a eu en très peu de temps, il y a eu une intensité dramatique exceptionnelle. Il y a eu des chutes dans la descente, le terrain était très très glissant. Et de grands coureurs comme Casagrande, qui était le leader de ce Tour de France pour les Cofidis, a dû abandonner suite à une chute. Il y a eu beaucoup de chutes, fort heureusement, il n'y a pas eu trop de gravité apparemment. Il y a des coureurs qui sont retrouvés dans l'ambulance, mais ça n'est pas préjudiciable pour la suite de leur carrière. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas terminer ce Tour de France. Allez, sur la route du Tour pour découvrir donc les trois échappés. Si vous n'étiez pas avec nous sur France 3, sachez que l'un des héros du jour, c'est Cédric Vasseur. Cédric Vasseur qui fut vainqueur d'une étape du Tour l'an passé à la Châtre et surtout porteur du maillot jaune, vous vous en souvenez. Ça avait été une des belles performances de cette journée. Eh bien, Cédric Vasseur est en tête depuis bien longtemps. Il a été rejoint par deux coureurs de l'équipe Casino, Elie et Massy, dont on parlait il y a quelques instants sur France 3. Derrière, deux hommes, Agnoloto et Bornonave. Puis, quatre hommes, Forconi, Gouvenou, Roccelli et Cabello, avec qui nous sommes actuellement. Ils sont pointés, ces hommes-là, à 2 minutes 58 de Cédric Vasseur et de ses deux compagnons d'échappée. Le peloton, lui, est à près de 5 minutes. Nous aurons des précisions dans quelques instants. Ce qu'on retiendra surtout, c'est le programme du jour. Nous avons assisté à l'ascension tout à l'heure du col d'Aubisque. Nous allons maintenant gravir l'un des cols les plus prestigieux de l'histoire du Tour de France, le col du Tourmalet, classé bien sûr en hors catégorie. Ensuite, Aspin, Peilleresourde. La journée, vous le voyez, le programme en tout cas est royal. Alors que Cédric Vasseur appelait sa voiture sans doute pour se ravitailler et pour faire un petit point. Vous voyez que le bidon est pratiquement vide. Et il veut sans doute faire un petit point, Cédric, sur les écarts. Il est vraiment digne de son rang, hein, maintenant qu'il a porté le maillot jaune l'an dernier. Il a pris une autre dimension. Eh bien, il est tout à fait digne de son nouveau rang. Il prend des initiatives, ça lui a fait, découvrir de nouvelles choses, de porter le maillot jaune l'année dernière, ça lui a donné de nouvelles responsabilités qu'il endosse parfaitement. Et ici, eh bien, il voulait aller voir sa voiture pour lui donner son vêtement protecteur, une pièce en plastique qu'il met sous le maillot pour faire les descentes. Et évidemment, il n'a pas besoin pour la montée, il préfère la confier à la moto suiveuse. Il aurait pu la confier à son directeur sportif, mais peut-être que Serge Bechery n'a pas encore pu passer. Vous savez que dans la descente, comme c'était très dangereux tout à l'heure, les voitures sont restées derrière. Pour l'instant, bien, les trois hommes de tête devront attendre un petit moment avant de pouvoir revoir leur voiture. Quand l'entente semble régner, nous allons attendre un petit moment pour voir si tout se passe bien, mais jusque-là, ça se passait très bien. Voici les deux poursuivants qu'on n'avait pas vus encore. Il y avait tellement de groupes, on n'a quand même pas 10 caméras sur la course.
Les deux poursuivants, eh bien encore un Casino, décidément, Agnolouto. Et puis un coureur de Big Mat, donc Bordenave, qui, sauf erreur de ma part, est d'Orthez. Habite à Orthez, tout près de Pierre-Seillon. Il doit être ravi de découvrir Bordenave ainsi échappé. Intercalé donc entre les trois hommes de tête et le peloton. Et un autre groupe, Forconi, Gouvenou, Roccioli, Cabello. Donc voici les deux hommes intercalés derrière les trois échappés. Bordenave qui était chez Casino aussi l'année dernière, qui connaît donc très bien Agnolouto. Et à noter que Agnolouto joue très bien le jeu là, parce qu'il pourrait fort bien rester dans la roue de Bordenave en disant j'ai deux équipiers devant, deux bons équipiers qui plus est, hein, Massi et Eli, et ne pas collaborer, bien si. Agnolouto préfère collaborer avec Bordenave. Il est vrai que si ces hommes réussissaient à revenir sur l'avant, ce serait 3 coureurs de Casino en tête. Ce serait fantastique pour eux. Et voilà. Cédric Vasseur a réussi à avoir sa voiture et c'est le directeur sportif Roger Leger qui est monté à sa hauteur pour lui donner les derniers renseignements sur la course, lui donner les dernières consignes et surtout lui donner la marche à suivre alors qu'il est accompagné de 2 coureurs de la même formation, 2 Italiens de l'équipe Casino. Le peloton est annoncé à 6 minutes. Roger Leger qui vient même parler aux Italiens. Bon, que leur dit-il, nous ne savons pas, mais je pense qu'il va leur dire que ne se fasse pas de soucis, que bien qu'ils soient en supériorité numérique, et bien que son coureur continuera à collaborer avec eux. Et ce serait bien que tout le monde travaille bien ensemble dans la bonne harmonie, et c'est ce qu'ils font, et c'est ce qui fera progresser cette échappée. Les hommes prennent des relais relativement longs. C'est vrai qu'on a toujours intérêt, lorsqu'on est en petit nombre dans une échappée, à prendre des relais assez longs pour que chacun puisse avoir un bon moment de récupération. Peut-être aussi que les Casinos vont prendre des relais un petit peu plus longs puisqu'ils sont en supériorité numérique. Ce serait normal qu'ils travaillent un petit peu plus. Alors les derniers renseignements, 1:30 pour les 2 poursuivants, 2:55 pour les 4 intercalés et le peloton à 6 minutes. Je peux parler là, voilà. Je pense à l'antenne d'ailleurs en faisant des essais. Et tout à fait. Voilà. Donc voilà, on va faire des essais. Et bien ils ont fait sur ce micro. On est obligé de faire des petites manipulations sur des étapes aussi longues. On ne va pas rentrer dans le détail. On est ensemble et tout va bien. C'est l'essentiel. Avec ce groupe de 4 coureurs donc qui ont encore le sourire. Ça c'est quand même pas mal. Ouvre-nous un petit peu moins. Roccioli pour le moment s'accroche. Il a très bien récupéré de sa défaillance vers le sommet de l'Aubisque. Maintenant s'accrocher, mais tout de même noter qu'il ne participe pas au travail de cette échappée. Par contre, les 3 autres s'entendent très bien.
C'est Forconi qui vient de prendre le relais, qui va laisser passer à Cabello. Et Roscioli qui s'écarte un petit peu sur la gauche là pour laisser passer Forconi, bien lui montrer qu'il ne participe pas pour le moment. Bon, il a peut-être donné quelques raisons. On a toujours une raison de ne pas rouler. Hein. Il a peut-être averti ses camarades d'échapper et donné une raison, dire pourquoi il ne roulait pas. On retrouve la tête de la course. C'est vraiment la tête de l'échappée. C'est le premier homme de cette étape, de cette 9e et 10e étape du Tour de France. Cédric Vasseur prend lui aussi un très long relais. Alberto Elli dans sa roue, balance un petit peu les épaules, se met un peu en danseuse, soulager les reins. Alors que ça bouge en tête du peloton, on le verra dans quelques instants avec les images. C'est incroyable parce qu'il y a encore un Casino Chanteur qui est parti en contre-attaque avec Solone, Rinero, Morenout, De Ramé et également Faradzin. Donc vous voyez qu'on est en train de s'exciter un peu alors que ces images ne disent pas grand-chose de bon. On va se retrouver sans doute avec les mêmes circonstances de course que ce matin. Et ces images très très inquiétantes des coureurs lancés à fond dans les descentes dans le brouillard et qui ont fait déjà des victimes. Puisqu'on a enregistré des abandons dans cette descente, dont Emmanuel Magnin, dont Casagrande, qui ont dû monter dans l'ambulance blessés, sans trop de gravité c'est vrai, mais blessés. Alors que nous sommes là à Luz-Saint-Sauveur. Luz-Saint-Sauveur, un peu après la mi-course, il reste 95 km. Nous allons passer Esther, Barège et le col du Tourmalet. On va engager l'ascension du Tourmalet. Alors que le premier groupe est pointé à 1:30. Quand on dit le premier groupe, il s'agit bien sûr de Agnolouto et Bordenave. Le deuxième groupe de Forconi, Gouvenou, Roscioli et Cabello. C'est ici à Luz-Saint-Sauveur que l'on place le véritable pied du Tourmalet. C'est à partir de là que la pente devient difficile. Le Tourmalet, c'est une montée de 16 km, non de 18 km 500 à 7,7% de moyenne. Alors que, tiens, le soleil vient faire son apparition sur la route. Là, qui va réconforter les coureurs. Même s'ils aperçoivent le brouillard tout en haut, quand même un réconfort d'avoir un petit rayon de soleil. Et bien, on va avoir un autre réconfort, c'est Jean-Paul Olivier qui va nous faire un petit point touristique, tandis qu'on découvre le groupe de contre-attaque dont je vous parlais tout à l'heure avec Pascal Chanteur. Ils sont là, Pascal Chanteur, Solone, Rinero, De Ramé notamment. Solone. Jean-Paul, tandis que nous découvrons ces contre-attaquants avec Peter Faradzin notamment. Oui. Et ici Rinero, Chanteur, je le disais. On va peut-être faire un petit point historico-cyclisto-touristique. Oui, alors nous avons passé tout à l'heure donc Argelès-Gazos, qui est une station thermale fréquentée pour les affections veineuses, les affections des voies aériennes respiratoires. Et alors donc nous sommes donc à Luz-Saint-Sauveur que vous évoquiez il y a un instant. C'est une localité qui mérite le détour, notamment parce qu'elle fut chantée par Victor Hugo quand il parlait des Miclais, des contrebandiers espagnols qui arrivaient d'Aragon par la brèche de Roland ou par le noir sentier de Gavarnie. Là ici à Luz-Saint-Sauveur, il trouvait une grande clarté et il trouvait un gros bourg donc éclairé de soleil. Et ce bourg ils l'ont nommé Lumière, Luz donc. Luz, 3 grands rayons de jour y pénètrent par les 3 embrasures de 3 montagnes exactement. Et là la cité est dominée par l'archaïque château de Sainte-Marie et de ses 2 tours, je ne sais pas si on peut l'apercevoir.
Et ce sont des vestiges d'une forteresse dressée par Benlar Markor, qui était un chef arabe, après bien sûr le cuisant échec de Poitiers en 732. Il fallait le rappeler. Nous avons des groupes un peu partout là, Bernard. On revoit d'abord le groupe de tête. Si on essaie de faire un point précis de la course, on peut vous dire qu'il y a donc Vasseur, Elie, Massy en tête. Que derrière, à 1 minute 55, c'était le dernier écart. Il y a deux hommes, Agneluto et Bordenave. Un peu plus loin, à 3 minutes et 10 secondes, Forconi, Gouvenou, Roccioli, Cabello. Encore un peu plus loin, à 5 minutes 50, le groupe qu'on a découvert il y a quelques instants avec Soloun, Chanteur, Rinero, Deramé, Faradzine et Morenout. Et le peloton, lui, est à 6 minutes et 50 secondes des 3 hommes que vous suivez actuellement. La situation est claire pour l'instant, mais elle va beaucoup évoluer sans doute dans l'ascension du Tourmalet. Il va y avoir plusieurs courses dans la course. Il y a cette course-ci, là, la course des hommes de tête qui vont lutter sous sous le beau temps revenu. C'est toujours plus agréable de rouler sur des routes sèches que sur des routes mouillées. Ça permet d'oublier pour un instant que là-haut, eh bien, ça paraît bien bouché, il y a beaucoup de brouillard. Et qu'on risque de se retrouver dans la même configuration que tout à l'heure au sommet de l'Aubisque. Mais bon, au moins pour l'instant, ça permet de l'oublier un petit peu. Et puis il y aura la course après, derrière, pour la possession du maillot jaune. Avec, on l'espère, les attaques des grimpeurs comme Pantani. Et pourquoi pas un exploit, par exemple, de Rinero qui est un bon grimpeur, qui a réussi à s'intercaler là dans un groupe, je ne peux pas vraiment appeler ça un groupe de contre-attaque, dans un groupe devant le peloton. Alors que devant, eh bien, il commence à faire chaud. Massy ainsi que Cédric Vasseur ont ouvert entièrement le maillot. On va essayer d'aérer un peu plus. Et dans le peloton, eh bien, c'est toujours l'équipe Télécom qui prend la course en main. Elle veut absolument marquer le tour de son empreinte. L'équipe Télécom qui veut régir la course comme elle l'entend, qui veut imposer son rythme, son train à la course. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement par l'intermédiaire de Christian N qui roule devant Epner, devant Frattini. C'est quand même révélateur cette attitude des télécoms. Vous le disiez tout à l'heure, ils ont l'attitude des patrons du peloton alors qu'ils ne le sont pas encore. Ils sont tenants du titre avec Ulrich, mais ils ne portent pas le maillot jaune. Enfin, ils ne cachent pas leur jeu. Ils sont en train de régir la course et de donner en même temps une impression de force là. Ils font une démonstration de leur savoir-faire, de leur force. Ça permet toujours d'impressionner les adversaires. Même Sabel là, est dans les toutes premières positions. Je pense qu'il perdra un petit peu de terrain tout à l'heure, mais il se défend bien, Eric Zabel. Il reste devant. Plus il reste longtemps, moins il finira loin. Moins il a de chance d'être éliminé s'il venait à avoir un pépin. La pente est devenue plus rude. L'allure a ralenti un petit peu. Mais il y a toujours cette bonne entente entre les 3 hommes du groupe de tête. 2 minutes 30 pour d'avance sur Agneluto Bordenave. 3,28, l'écart augmente sur le groupe des 4, Forconi, Gouvenou, Roccioli, Cabello.
Alberto Elli, qui n'est pas un vrai grimpeur, un mec qui passe très bien l'école. Il n'est pas un vrai grimpeur dans le sens où il a quelques difficultés dans les grandes étapes de montagne, étapes avec 4 cols très pentus, mais sur un col il est capable de faire de très belles choses et il est en train de le démontrer actuellement. Tête du peloton, toujours la démonstration des télécoms. Voilà, Udo Bolz. Udo Bolz, qui partira en éclairant. Non. Non, il veut simplement satisfaire un besoin naturel. Il a fait signe qu'il allait bientôt s'arrêter. Et comme il est respectueux de la règle, non, même pas. Qu'est-ce qu'il a? Et un petit problème, petit problème à la roue arrière pour Udo Bolz. Dès que le terrain devient difficile, on retrouve en tête de ce peloton tous les principaux favoris. Voilà, Laurent Jalabert qui est très bien placé là. Il préfère se mettre dans les premières positions. Il prend peut-être un petit peu de vent, mais c'est beaucoup plus facile. Et en cas de démarrage, on peut répondre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. En tête, évidemment, les trois n'ont pas les mêmes soucis, n'ont pas du tout les mêmes problèmes pour eux. Simplement bien gérer leur avance, bien s'entendre, bien coordonner. Et on vient leur annoncer le nouvel écart. Je pense que les écarts n'ont pas changé. Malheureusement, l'ardoisier a caché l'ardoise juste au moment où la caméra était dessus. Il a des supporters, voilà, c'est dangereux. On court, un d'eux s'arrête et il y a une collision de spectateurs. C'était sans dommage pour les coureurs, fort heureusement, mais ça peut être dangereux. Évitez de courir. J'espère que vous avez vu le clip hier sur la sécurité du Tour. Encouragez-les, mais ne les découragez pas. Non. Les télécoms ont un peu ralenti leur allure. On laissait seulement Epner en tête. Peut-être parce que Bolz est venu leur indiquer qu'il avait un incident. Ils vont l'attendre. C'est un élément extrêmement important. Udo Bolz dans leur dispositif. Jiménez dans le roue. Frattini est en seconde position. Stéphane Lowe revient un peu de l'arrière. Voilà Udo Bolz qui va remonter, qui a remonté tout le peloton et qui va revenir dire à ses compagnons d'échappée, ses compagnons, non pas d'échappée, pardon, ses compagnons d'équipe qu'il est de nouveau là. Persuadi Grande.
des hommes de la Polti aussi. On va peut-être voir surgir à nouveau Luc Leblanc, comme tout à l'heure. Dès que la pente commençait à être un petit peu difficile, Luc Leblanc était apparu, alors que Laurent Jalabert n'est pas mal placé non plus. Oui, Jean-Paul. On annonce l'abandon de Moncassin alors que les premiers à être lâchés donc, sur les pentes du Tourmalet sont De Jong, McEwen, Seigneur et Baldato. Moncassin abandon, bah voilà une mauvaise nouvelle. Hein. Décidément, cette étape, on le disait, on le pressentait avec les conditions atmosphériques. Cette étape va faire beaucoup de dégâts. Qui va se décider à lancer une nouvelle offensive avec cette double course, comme on le disait, entre les leaders ici réunis. Hulot, Jalabert sont là. Et puis la deuxième course, alors qu'on voit Bernauris avec le maillot très ouvert au fond là-bas. La deuxième course, c'est celle des échappés pour la victoire d'étape. Mais enfin, on est quand même très loin, puisque lorsque nous serons au sommet du Tourmalet, il restera 76 km 500. Les voici, les trois hommes de tête. Les trois hommes toujours. On vous rappelle leur identité si vous nous rejoignez seulement. Vasseur, Elie et Massy. Ces trois hommes qui comptaient 2 minutes 30 au dernier pointage d'avance sur 2 hommes. Agnolouto et Bordenave. 3,28 sur 4 hommes. Forconi, Gouvenou, Roccelli, Cabello. 5,50 sur Solun, Chanteur, Rinero, Deramé, Faradzine et Morenout. Et puis le peloton était à 6,50, mais le peloton depuis a accéléré. Et il est à 7,20 plutôt. Il a accéléré depuis sous l'impulsion des télécoms. Et derrière, on compte déjà les premiers lâchés, les nouveaux lâchés, les premiers lâchés du Tourmalet. Jean-Paul, vous nous le confirmez? Tout à fait. On retrouve à peu près le même groupe que tout à l'heure dans l'ascension de l'Obisque, c'est-à-dire des hommes comme Hamilton, comme Nazon, comme O'Grady, comme Poli, Ivanov, Durand, Zvorada. Tout doucement, ça décroche. Il y a Bechted également. Il y a à peu près une vingtaine d'hommes attardés pour l'instant. Voilà la caméra qui se promène en tête de ce peloton. On a vu Jan Ullrich, on a vu Laurent Jalabert. Et on voit que les trois hommes de tête, en tout cas, unissent bien leurs efforts. À Barège. Barège à 12 km du sommet. Mais les 12 km les plus difficiles, c'est la grande ascension qui commence ici. Disait Patrick, le plus difficile commence, mais les hommes ont déjà fait beaucoup de travail, ils sont déjà très fatigués
Et ils ont déjà mal aux jambes parce qu'ils ont déjà passé un col et surtout parce qu'ils ont fait une descente dans l'humidité, dans le froid. Tout cela s'ajoute, rend cette étape encore plus difficile. Jean-René? Oui, nous nous sommes placés avec la moto numéro 1 devant le groupe des favoris du Tour. Nous allons dans un instant passer devant le panneau indiquant sommet du Tourmalet 14 km. Donc 14 km d'ascension, le kilomètre que nous abordons maintenant étant à 7%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu dans la même situation que tout à l'heure au pied du col de l'Aubisque. Si nous levons les yeux, nous voyons de nouveau le plafond nuageux très bas, qui n'augure rien de bon pour la fin de l'ascension et ensuite bien évidemment pour la descente de ce col du Tourmalet. Et si l'on se retourne et que l'on regarde les premières positions du peloton, on se rend compte qu'en fait, excepté l'infortuné Casagrande, obligé d'abandonner à cause d'une chute, eh bien tous les favoris, tous les leaders ont en quelque sorte repris leur position en tête de ce peloton, emmené toujours donc par Frassini, par Epner. Et il faut noter que Jan Ullrich est en 3e position avec Laurent Jalabert dans sa roue, et un tout petit peu plus loin il y a Escartine, il y a Eulot, il y a Bogert. Bref, on a l'impression en fait qu'on se retrouve, qu'on se remet en place un peu comme tout à l'heure avant l'ascension du col de l'Aubisque. Bien, merci pour ces précisions. C'est vrai que cette ascension du Tourmalet est, a priori, je dis bien, l'endroit idéal pour provoquer les grandes bagarres. Mais là, ce sont les coureurs qui décident. Nous verrons dans quelques instants si Leblanc, Jalabert ou un autre décide de passer à l'offensive, ou si au contraire, du côté des télécoms, on se décide à tenter déjà une première grande lessive, on pourrait dire. Il est possible que les télécoms que nous voyons ici décident d'imposer à train pour essayer de provoquer une élimination par l'arrière. Comme leur leader Jan Ullrich qui est ici en 3e position, juste derrière Epner. Comme Jan Ullrich, grâce au contre-la-montre de Mérignac, Corrèze est en tête des principaux favoris. Ah, le peloton va rejoindre Déramé. Déramé qui faisait partie du groupe Farazine Morenout, Rinero, chanteur Solone, et qui a été repris. Laurent Jalabert encore, comme s'il était au marquage devant Ullrich, derrière en l'occurrence Luc Leblanc, très nerveux mais au bon sens du terme, alors que vous voyez les séquelles des chutes, notamment ici pour José Luis Arrieta. C'est agréable de se promener comme ça dans un peloton avant la grande bagarre. Alors Cagnolouto et Bordenave sont maintenant pointés à 4 minutes de Vasseur, Elie et Massy. 3 hommes qui font vraiment un bon travail. Jean-Paul? Jaune des Biens se trouve en légère difficulté à quelques mètres donc du peloton principal. Mais il tente de revenir, il tente de recoller. Il est en compagnie d'Andrea Traffi. Et dans ce groupe figure également Simon, Bourguignon et Zabel. Suite du pointage, on vous disait Cagnolouto et Bordenave étaient à 4 minutes de ces hommes de tête. Eh bien Forconi, Gouvenou et Cabello, eux, sont à 4,15. Le peloton était à plus de 7 minutes tout à l'heure. À mon avis, à 12 km du sommet, cet écart va se réduire sous l'impulsion ici des coéquipiers de Jan Ullrich qui veulent durcir la course. Suite du pointage, le groupe chanteur Farazine est à 5,22.
Plusieurs voitures de directeurs sportifs sont passées maintenant pour aller soit encourager les groupes intercalés, soit pour leur apporter un ravitaillement. Tout simplement parce que ces directeurs sportifs croient aux chances de victoire d'étape de leurs coureurs intercalés. Jean-Paul? Eh bien, le maillot jaune est nettement lâché, en compagnie de Peters, Mangin, Zanini, Capi, Nicolas Jalabert, Stills, Maury, N, Lino, Rodriguez, Ferrari, Laizen, etc. O'Grady et beaucoup d'autres. Des bien lâchés, c'est mauvais signe bien sûr pour le maillot jaune, tandis que nous découvrons là les hommes de tête. Trois hommes de tête qui ont toujours l'air de bien s'entendre. Alors que là, Fabio Roscioli est absorbé par le peloton. Fabio Roscioli qui était dans le deuxième groupe en quelque sorte, le groupe avec Forteponi, Gouvenou et Cabello, qui a donc été rejoint par le groupe Rinero et qui est maintenant retourné dans le peloton. Alors des biens lâchés, c'est peut-être l'occasion pour nous de lui donner un dernier clin d'œil, encore qu'il pourra peut-être revenir dans la descente. Des biens, Laurent a été rencontré ce matin par Claude Aymar, qui lui demandait justement ce qu'il pensait de cette grosse étape et de ses chances de sauver son maillot. On écoute Laurent Desbiens. Une très grosse étape. Pour moi, un bien, ça serait que les deux premiers cols se montent pas trop vite. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide. Et pour ma part, je le défends à fond. On peut pas. J'aurais rien à me reprocher ce soir. Donc, c'est les deux premiers cols que vous redoutez. Si vous arrivez à suivre le rythme, il peut y avoir une petite chance. Oui, il peut y avoir une petite chance si j'arrive à suivre dans les deux premiers cols. Bon, maintenant, c'est au vrai grimpeur de décider un peu. Moi, je peux que suivre. Et bien les vrais grimpeurs, ils sont en train de décider de durcir la course dans les 10 derniers kilomètres d'ascension du Tourmalet. Et pour l'instant, Laurent Desbiens n'a pas suivi, n'a pas pu en tout cas suivre ce rythme. Et puis on va donner un coup de chapeau, faire davantage qu'un clin d'œil à Casagrande. Casagrande qui a été le grand malchanceux du jour, puisque il portait le maillot jaune dans l'équipe avec Laurent Desbiens. Casagrande, eh bien, il était le leader de cette équipe. Et il a dû abandonner après une chute à laquelle nous avons assisté tout à l'heure, malheureusement en direct. On va écouter Casagrande, c'était avant son abandon, donc c'était au départ ce matin, au micro de Claude, quelle devait être la tactique avec le maillot dans l'équipe. Je pense però che la tappe contrôler la telle con Urli, che aujourd'hui moi et Juli qui prouvaient attaquer nelle finales, c'est la jambe c'est bon et peut gagner l'étape. La pluie, vous n'aimez pas trop, Francesco, la pluie. Je pense per moi c'est mieux le soleil, perché petite de grasse, un po' froid, un po' mal. C'était presque prémonitoire ces paroles de Casagrande qui se plaignait donc de la présence de la pluie. Eh bien on sait qu'elle lui a été fatale pour la course, en tout cas pour cette chute, qu'il a donc contraint à abandonner le Tour de France 98, lui qui avait embrayé sur l'édition 97. On retrouve Jean-René maintenant à l'avant. Oui Patrick, pour vous donner peut-être des précisions concernant l'état de santé de Casagrande, parce que j'ai vu il y a quelques instants Gérard Porte, le médecin-chef du Tour. Donc Casagrande a été évacué vers l'hôpital de Lourdes et il souffre de la hanche. Le docteur Porte pense qu'il n'y a pas de trait de fracture, plutôt un très fort traumatisme, mais par mesure de précaution, il a préféré l'évacuer vers l'hôpital et faire en sorte que Casagrande passe des radios. Il en est de même pour Emmanuel Magnin. Emmanuel Magnin qui est blessé à l'épaule et au genou, qui a été aussi lui aussi dirigé vers l'hôpital de Lourdes. Et là encore, il va passer à l'épaule et au genou des radios de contrôle. Ce sont des précisions que j'ai eues il y a quelques instants. Merci au docteur Porte de vous avoir donné tous ces renseignements. Alors que pour l'instant, Bernard, je sais bien qu'on a gravi qu'un seul col, et que nous sommes à 10 km environ du sommet de l'Aubisque avec le peloton.
Mais la grande bagarre entre leaders n'a pas encore eu lieu. On a eu des escarmouches tout à l'heure. Oui, il y a eu des escarmouches, il y a eu des tentatives. On ne peut pas dire que la grande bagarre soit encore déclenchée. Je pense que les leaders ne sont pas trop pressés d'en découdre. Ils savent qu'il y aura encore des terrains favorables. Il y a encore une possibilité même dans ce col de Tourmalet. Là, hein. Il y a encore 10 km. Il suffit qu'une grosse bagarre, même à seulement 3 km du haut, pour faire de gros dégâts. Puis enfin, il y aura l'Aspin qui n'est pas très difficile hein, par ce versant-là. Par contre, Persourde, lui, peut faire de gros dégâts. Ce n'est pas que Persourde non plus soit un col vraiment très très difficile. Hein. Mais lorsque vous avez déjà passé Aubisque, Tourmalet et Aspin, le 4e col, même s'il n'est pas dans les plus difficiles de la journée, paraît très très dur à beaucoup de coureurs. Et celui qui est vraiment en forme arrive au pied de ce col avec un petit mal de jambe, alors que les autres ont vraiment très très mal aux jambes. Et on peut donc, dans un 4e col, créer de grosses différences. En tout cas pour les 3 hommes, ça va devenir de plus en plus difficile. Car derrière, bien sûr, on va accélérer. En plus, ils vont payer aussi leurs efforts car ils ont fait davantage d'efforts que les membres de ce peloton. Jean-Paul ? Oui, à l'arrière, eh bien, ça continue à écrémer. Jonker, Fontanelli. Il y a aussi Roscioli qui est là. Lauca. 3 hommes de la formation Once, Diaz Zabala, Diaz Justo, Moleon et Sierra. Voigt, le leader de la montagne, Epner. Et maintenant, il y a André aussi qui décolle. Un peu, nous remontons tout doucement encore. Il y a encore d'autres coureurs. Voilà, Jamison aussi. Voilà, et c'est à peu près les derniers coureurs lâchés. Garcia Acosta. Jean-René ? Oui, je regardais, Patrick, dans ce groupe que nous précédons, le nombre de coureurs Télécom présents. Alors, donc, il y a Pratini au premier plan qui mène, qui assure le train depuis plusieurs kilomètres maintenant, avec Dansarou, Jan Ullrich. Il y a un instant, d'ailleurs, les 2 hommes se sont parlé. Un peu plus loin dans ce groupe, il y a Bjarne Riis et Udo Bols qui ont rétrogradé. On peut imaginer que cela est volontaire pour l'instant. On peut imaginer que Jan Ullrich leur a demandé pour l'instant de rester un peu en retrait avant de les faire travailler plus tard. Et puis en fin de ce groupe, il y a Epner qui lui a énormément mené et qui aura peut-être du mal à aider Jan Ullrich au moins dans les parties montantes. Il peut par contre redevenir efficace tout à l'heure dans la vallée. Voilà un peu, si vous voulez, le recensement que l'on peut faire des coureurs de Télécom. Pardon, j'ai oublié, il y a évidemment aussi bien sûr Georges Toschnik. Toschnik, l'Autrichien de cette équipe Deutsche Telekom. Alors qu'on nous annonce derrière un regroupement entre les tout petits groupes qui étaient intercalés derrière Vasseur et Limassi. Donc Agnolouto, Bordona, Forconi, Gouvenou, Cabello, Saloun, Chanteur, Rinero et Faradzine sont tous ensemble à 4 minutes et 42 secondes des 3 hommes de tête. La course est beaucoup plus claire. En tout cas, l'entente aura été parfaite entre ces 3 hommes. Et voici le peloton. On ne sait pas trop dire s'il est emmené ou contrôlé par les télécoms. Plutôt contrôlé désormais. Oui, il y a Ullrich et Livingstone de l'équipe Cofidis. On aperçoit Eulot. Alors, nous sommes à 7 km du sommet pour les 3 hommes de tête. Eulot qui fait une belle étape. Enfin, le groupe est tellement important que c'est révélateur quand même, Bernard, d'une course, on va dire, maîtrisée.
Ouais, c'est un peu une course d'attente là pour le moment. Hein. Jean-Cyril Robin est là. Vous pensez que les télécoms, après tout, n'ont qu'à contrôler la course. Si Fratini. S'ils arrivent dans cette... ouais, il a l'air bien. Hein, Ah, il m'inquiète pas beaucoup. Il me fait un peu... Oui. Enfin, moi, il m'inquiète. Ça dépend de quel côté on se met, Patrick. Si j'étais coureur, il m'inquiéterait. Parce que, à moins que ce soit mon équipier, mais si c'était mon adversaire, ça m'inquiéterait un peu. Il a vraiment l'air en excellente condition physique, la Ulrich. Et ses équipiers sont bien là. Hein, Tocznik qui remonte. Le peloton est pointé désormais à 6 minutes 40. Il était à 7 minutes tout à l'heure. Sous l'impulsion donc de ce rythme assuré. Vous avez raison, Bernard. Ce peloton est contrôlé davantage qu'emmené. Ils n'ont pas encore décidé de durcir la course. Avec notamment Fratini. Francesco Fratini. Qui a été engagé pour ça. Dans l'équipe Télécom. Pour venir pendant le Tour de France. Assurer le rythme. Mais il y a du beau monde pour faire ça aussi. Avec Aldag, avec Bolz, avec N, Tocznik et Björn Ries bien sûr. Le voici. Jean-René. Oui, on a vu nettement là, Patrick. Jan Ullrich, il vient encore à l'instant d'ailleurs se retourner. Vous le voyez probablement à l'image. Jan Ullrich qui, cela fait plusieurs fois, ressent ce regard qui est derrière lui, qui est à sa gauche, qui est à sa droite, et qui là a fait remonter ses équipiers qui étaient un petit peu plus loin dans ce groupe et qui étaient, pourrait-on dire, tenus en réserve. Et donc Fratini continue de meuler. Maintenant, ce sont Bolz et Tocznik donc, qui se trouvent devant. Et il y a un coureur qui va probablement être très précieux dans les kilomètres qui viennent. C'est Roland Meyer de la Cofidis qui a été à l'origine engagé pour aider Casagrande en montagne. Casagrande n'est plus là, mais il reste bien sûr Bobby Julich. Et Roland Meyer va devenir un soutien précieux pour Bobby Julich. Roland Meyer qu'on voit pratiquement toujours au premier rang de ce que l'on appelle le peloton. Les conditions atmosphériques vont un peu changer à nouveau. Plus on va prendre de l'altitude. Ça va être un peu inquiétant pour les hommes de tête parce qu'ils vont avoir peur de se retrouver dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Peur, c'est un bien grand mot parce que finalement ces trois-là s'en sont très bien sortis. Ils sont descendus relativement vite mais sans prendre de grands risques. Ils sont très bien descendus sans dégâts, notamment Massy et Lee qui, n'oublions pas, se sont détachés dans la descente du col d'Aubisque. On crée la différence dans la descente du col d'Aubisque. Voilà des supporters de Lecroux sur le côté de la route. Alors en tête du peloton, on a vu Eulot tout à l'heure. Eulot qui fait vraiment une belle performance aujourd'hui. Et bien ce matin, Claude Aymar avait eu la bonne idée de lui demander. Regardez, il est à gauche de votre écran avec son maillot blanc Française des Jeux. Il lui avait demandé s'il serait avec les plus forts aujourd'hui. On écoute Stéphane. Aujourd'hui, il y a eu le chrono qui était un moment de vérité, un premier moment de vérité. Maintenant, dans un autre domaine, ça va être la montagne. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu impatient, tout en étant aussi un peu stressé de savoir où est-ce qu'on va se situer. Mais bon, pour ma part, je suis relativement détendu, je ferai le maximum, donc ça devrait aller, j'espère. La tactique de l'équipe et peut-être de la vôtre aujourd'hui, c'est d'accompagner le plus loin possible Evgeny. Oui, au lieu de m'accompagner comme on veut. On verra, non, ce sera... Pour l'instant, il n'y a pas de leader désigné. Je crois qu'on attend la journée d'aujourd'hui pour distribuer les cartes. Nous, on va jouer en fonction des meilleurs. Et bon, ça ira ou ça ira pas, mais on va essayer de faire avoir le maillot de la Française des Jeux. Intéressant sa réponse. Quand on lui demande vous allez accompagner Berzine le plus loin possible, en tant qu'équipier, il répond ou alors c'est lui qui va essayer de m'accompagner. C'est dire l'état d'esprit de l'eau. Il a raison et là, la suite lui donne raison parce que on n'a pas vu beaucoup Berzine pour l'instant, mais peut-être se montrera-t-il dans quelques kilomètres. Et voilà le brouillard dont on parlait tout à l'heure, celui qui nous a accompagnés tout au long de la matinée, notamment dans les derniers kilomètres de l'ascension de l'Aubisque, avec une accélération ici. Grand coureur de la Kelmé
De qui s'agit-il? Gomez. José Javier Gomez, coureur espagnol de la Kelme. Ils sont tous espagnols dans l'équipe, sauf Carlos Contreras, le Colombien. Gomez, José Javier de son prénom. On voit ici partir au ralenti avec sa grande carcasse. N'a pas provoqué de réaction apparemment de la part de l'équipe Télécom. Non, il n'y a pas eu de réaction de la part de l'équipe Télécom. Peut-être un train un tout petit peu plus soutenu. Mais il n'y a pas de volonté délibérée de la part des hommes d'Ulrich de revenir sur Gomez. Eux ont un autre objectif. Ce Gomez qui mesure 1m86 n'a jamais gagné une course. Il a 24 ans seulement. Et on le découvre dans ce Tour de France. Il avait été fait remarquer un peu dans le Dauphiné en 96. Mais il n'a pas de palmarès pour l'instant. Alors que nous sommes à 5 km du sommet avec les trois premiers. Grand gabarit donc Gomez. Il avait terminé 22e du Tour d'Italie pour sa première année pro. Pour sa deuxième année pro l'an passé. Il faut le suivre. C'est un jeune qu'on découvre et qui se met à son avantage. Jean-René. Oui Patrick, en ce qui concerne le groupe Ulrich, nous sommes à 6 km et demi du sommet. Et au niveau des conditions météo, dans 200 mètres, nous allons entrer de nouveau dans une zone de brouillard, à peu près 200 mètres. J'espère qu'on vivra des images moins inquiétantes que celles qu'on a vécues ce matin dans la descente du Tourmalet. Enfin, si on avait annoncé à Vasseur qu'il passerait en tête à l'Aubisque et peut-être en tête au Tourmalet, il aura signé les deux mains ce matin. Tiens, on va parler un peu parce que c'est vrai que nous nous adressons au plus large public et que vous n'êtes pas tous des spécialistes à nous écouter, et bien heureusement. Mais pour les spécialistes, on va quand même, Bernard, parler un peu des développements qui sont utilisés, des braquets comme on dit, qui sont utilisés dans les montées du Tourmalet par exemple. On est passé des 54-11 des sprints, ou même 55 peut-être, donc des grands développements, à des petits développements maintenant. Quels sont les développements utilisés en ce moment par exemple? En principe, pour monter le Tourmalet, les coureurs sont souvent maintenant équipés de 39. Il y en a encore quelques-uns qui préfèrent avoir 41 ou même 42, mais je pense que la plupart sont en 39, 21, 22. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pédale, le coureur parcourt entre 3,70 m et 3,90 m. Ce qui est relativement peu par rapport au développement que l'on emploie sur le plat. Par exemple, les 54,12 qui fait environ 9,45 m. Et souvent, c'est ce qui surprend dans le premier col. Parce que la façon de pédaler, le coup de pédale est évidemment tout à fait différent. Il faut un certain temps d'adaptation. On retrouve les bouteilles là, qui passent de main en main sans que ce soit forcément au sein de la même équipe. On a vu là un coureur qui a reçu une bouteille d'eau fraîche d'un spectateur et qui a bu. C'est vrai que parfois les coureurs se méfient, même pas trop, mais là, bon. J'allais dire, la soif justifie les moyens. Voilà, l'homme intercalé a été repris. Ça nous a permis de faire mieux connaissance avec lui. Mais pour l'instant, il retourne, Gomez, dans l'anonymat du peloton. Alors que Frattini continue d'assurer le rythme imposé par les télécoms. Un rythme qui ne préfigure pas pour l'instant la grande bagarre. Pas pour l'instant, j'ai dit. « 4 km pour les trois hommes.
Oh, que ça devient dur pour Cédric Vasseur. Mais la descente sera bientôt là. Avec une belle satisfaction déjà toute la journée d'entendre son nom crié par les supporters. Ça, c'est aussi des moments qui entrent dans les souvenirs des champions. Ça compte. Oui, ça fait du bien. Ça soutient parce que même en montant comme cela, on peut avoir le moral qui flanche au bout d'un moment. Par contre, il vaut mieux éviter de courir trop longtemps comme cela à côté. Parce que ça peut être dangereux et en plus, ça énerve les coureurs. On se croirait dans le clip qu'on vous a proposé sur la sécurité. Ouais. Je voudrais dire, ça fait bien 50 fois que je le répète, Patrick. Mais répétez quand même que souvent les coureurs ont horreur que l'on court à côté d'eux. Alors si vous voulez vraiment les encourager, c'est-à-dire leur donner du courage et ne pas les énerver, eh bien, il faut mettre de la voix, faire 3-4 pas à côté, c'est tout, mais ne pas courir comme ça pendant 50 mètres à côté, c'est très énervant. Ça fait déconcentrer le coureur, ça lui fait perdre son rythme. Et c'est quand même un ancien double vainqueur du Tour de France qui vous parle. Alors, écoutez-le. Des émules, des émules du diable. Ah, c'est Gouvenou là qui semble repris, non? Exactement. Jean-René? Oui, c'était bien Thierry Gouvenou qui, à l'instant, Patrick, est repris. Nous sommes dans une zone de brouillard maintenant. Il y a pour l'instant, tout à l'heure, on ne voyait pratiquement rien du tout dans l'Aubisque à certains moments. Bon, là, il y a une visibilité d'environ 80-90 mètres. Ce qui veut dire que les conditions de course, pour l'instant, ne sont pas trop mauvaises. D'autant plus que, contrairement à tout à l'heure, il ne tombe pas de pluie, il ne tombe pas de bruine. Et la chaussée, dans l'ascension, dans la chaussée du Tourmalet, pour l'instant, est toujours sèche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nous allons, dans un instant, avec le groupe Jan Ullrich Jalabert, nous allons passer devant le panneau indiquant le sommet du col du Tourmalet à 5 km. Les coureurs du groupe Ullrich vont y passer dans 50 mètres. Nous sommes un peu désabusés là quand même, hein, sur la physionomie de la course. Au début de l'ascension du premier col du jour d'Aubisque, on a vu Leblanc attaquer, on a vu Jalabert au tout premier plan. Et puis d'un seul coup, une sorte de trêve s'est installée. Alors c'est vrai qu'il reste tout de même encore l'Aspin et Persaud d'après le Tourmalet, encore quelques kilomètres, mais on s'étonne un peu. Voyons ce qu'en pensait Laurent Jalabert ce matin au micro de Claude Aymar. Les mauvaises conditions pouvaient-elles avantager des coureurs qui n'étaient pas vraiment de purs grimpeurs? Qu'en pensait Laurent? Ouais, je sais pas en fait, parce que bon, sous la pluie, c'est beaucoup plus délicat, surtout les descentes, quoi. Hein. Bon, les montées, à la limite, c'est le même effort. C'est sûr que sous le soleil, c'est toujours plus agréable, mais sous la pluie, c'est surtout les descentes qu'il faut craindre. Qu'est-ce qu'il faut faire attention en descente? Il faut aller beaucoup moins vite, c'est sûr, mais à quoi il faut faire attention? Non, il y a des bons descendeurs, des coureurs qui prennent énormément de risques, qui descendent aussi vite sur le mouillé que sur le sec. Et bon, pour les autres, c'est une prise de risque un peu plus importante, quoi, hein, pouvoir les suivre. Hein. Donc, vous voyez beaucoup de différences à l'issue de cette étape aujourd'hui? Ouais. Et il a un gros moral, Laurent, et il est encore dans le coup. Alors qu'on a une attaque, on reste sur l'autre caméra. Ah, j'avais cru qu'il y avait une attaque qui se préparait. Moi aussi, il me semble bien. Hein. Ouais. Un semblant d'attaque, je crois que c'est Jiménez, là. Et il a dû être un petit peu gêné. Son élan a été coupé. Alors, du coup, il s'est arrêté. Restera un petit peu plus loin. Petit point positif quand même. Hein. J'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de vent. Et les coureurs ont le vent plutôt favorable. Oh, non, pas du tout. Non. En plus, ça dépend parce qu'avec les lacets, ils ont le vent une fois devant, une fois de dos. Enfin, ils limitent bien les dégâts, hein. 5,52, ils avaient 7 au pied, c'est vraiment la preuve que le peloton n'a pas déclenché les grandes hostilités. Et je peux vous dire qu'il va être quelques-uns à être heureux dans ce peloton. Parce que si vraiment les hostilités avaient été déclenchées dans le premier col, il y aurait eu beaucoup de monde à la maison ce soir. Regardez comme les gens sont habillés là, ils sont en anorak comme si c'était l'hiver. C'est vous dire s'il fait froid. Il y a Chanteur dans le groupe des poursuivants. Il y a ici Solone. Il y a également Farazein.
Oui, ce groupe s'est constitué, donc il y avait plusieurs petits groupes. Maintenant, Chanteur, Soloun, Farazine, Cabello, Bordenave sont ensemble à 4 minutes et 10 secondes. Le peloton, lui, est à 6 minutes environ, on l'a vu tout à l'heure. Avec les télécoms là qui durcissent peut-être un peu la course là, enfin. Il n'y a qu'un télécom d'ailleurs. Il n'y a que Frattini là qui est. Frattini, Ulrich à droite. Ouais. Surprenant. Hamburger est là. J'ai l'impression que les télécoms se contentent, c'est peut-être le grand mot, mais ils essayent d'imposer un bon rythme pour empêcher toute tentative d'attaque. Ah là, c'est pas les télécoms, hein, c'est le télécom, mais c'est quand même surprenant. Il n'y a que Frattini qui est là. Avec un peloton revenu à 5,35. Bien joué de la part de ces trois-là. Parce qu'on appelle le peloton, c'est un groupe de 35 coureurs. C'est pas bien malin de courir à côté des coureurs, mais on vous le dit depuis 10 ans. Donc c'est un Néerlandais, il comprend pas quand on le dit à la télé, peut-être. On va peut-être finir par se décourager. Il a de la chance de ne pas tomber sur Bernard Hinault, là, parce que j'ai vu Bernard Hinault il y a quelques années, avec des gens qui couraient comme ça. Généralement, il prenait une gauche ou une droite, ça dépendait de l'endroit où il se trouvait sur la route. Là, il a failli tomber dans le ravin, notre ami. Ça dépend de ce qu'il avait sous la main. Non, ce n'est pas notre ami. Oui, notre ami, vous avez raison. Contresens. Ni celui des coureurs. On va s'intéresser au groupe des 35 coureurs. Ah, petit Jalabert qui se place en tête, là, qui est allé chercher une boisson. Une boîte de boisson gazeuse qui était fermée. Donc 2 km du sommet pour les 3 hommes de tête. Cédric Vasseur a appelé sa voiture tout à l'heure. Il veut une casquette pour éviter le froid dans la descente. Est-ce qu'il va prendre un plastique pour mettre... non, je pense qu'il l'avait mis sous son maillot tout à l'heure. Il n'a pas dû le rendre. Il va l'avoir conservé. Alors toujours Frattini. Olano est signalé en difficulté à l'arrière de ce groupe de 30 coureurs. Bjarne Riis également. Serrano Meyer. Escartine qui remonte avec son maillot Kelmé. Et Bjarne Riis qui remonte là sur la gauche de la route. À côté d'Ulrich en effet. Il était en toute dernière position de ce groupe il y a 2 minutes. C'est en tout cas ce que signalait l'information de la course. Marco Pantani est toujours là. Laurent Jalabert aussi. Oh, le club blanc sans doute, même si on ne le voit pas à l'image. Julic. Forconi est repris par le peloton, toujours emmené par Frattini. Sorane. Le groupe Ulrich, Olano, Jalabert, Pantani passe devant le panneau sommet à 3 km et le kilomètre que nous abordons maintenant présente une pente moyenne de 8%. Il y a du brouillard, mais beaucoup moins gênant que ce n'était le cas tout à l'heure pour le col de l'Aubisque. Par contre, il fait beaucoup plus froid, incontestablement beaucoup plus froid. Il faut dire que nous sommes plus haut en altitude, puisque le Tourmalet est à 2115 mètres. Donc il fait plus froid, mais je pense que les coureurs sont moins gênés qu'ils ne l'ont été tout à l'heure. Frattini toujours, alors qu'on retrouve là les 3 hommes de tête. C'est vrai que la tenue des spectateurs au bord de la route est révélatrice de la température qui doit régner au sommet de ce Tourmalet.
Les petites Massy gouttelettes. toujours en 3e position, Bernard, hein, depuis le début de l'ascension pratiquement. Ouais, depuis un bon moment, et on a l'impression qu'il a un braquet un peu, un développement un peu grand quand même là. On est bientôt au sommet. C'est un petit peu d'appréhension quand même, parce qu'il me semble qu'il y a quelques gouttelettes là sur l'objectif de la caméra. J'espère que la route n'est pas mouillée comme tout à l'heure dans l'Aubisque. Mais lorsque le brouillard est là depuis un bon moment, souvent la route est humide. Voilà, là c'est le panneau que vous devinez qui doit indiquer les derniers kilomètres d'ascension. Et bien, comme nous avons l'habitude toujours de dire ce qu'on pense, on va le dire haut et fort. Voilà le panneau 1 km. Cette ascension du Tourmalet 98 ne restera pas dans les annales de l'histoire du Tour de France. Ah non, il y en a eu certainement de bien meilleurs. Bon, prendre notre mal en patience, ça va se passer un peu plus tard. Oui, non, mais c'est vrai que cette étape, pour l'instant en tout cas, même si elle était très bien partie avec une accélération, là, non, c'est juste pour remonter. C'est Bolt ceux qui remontent, mais normalement, c'est tout bénéfice pour les télécoms. Ça, hein. Ce sont les grimpeurs qui devraient essayer de titiller Ulrich. Alors, s'ils n'en ont pas les moyens, franchement, je préférais qu'ils hésitent. Non, mais là, plutôt que de ne pas en avoir les moyens. C'est pas une question de moyens, là, je pense. Parce plus, que là, plus on attend, ils ont monté, plus on attend et plus Ulrich sera fort. J'ai beaucoup de respect pour Vasseur, Elie et Massy, mais quand vous voyez que le peloton n'est pas monté plus vite, ou pratiquement pas, quoi, ils ont pris une minute pendant toute l'ascension du Tourmalet, ça veut dire qu'on a monté un train de, on va dire, de sénateurs, entre guillemets, bien sûr, tout ceci est à prendre si n'importe lequel des cyclistes du dimanche montaient dans ce groupe, ils seraient lâchés, bien évidemment. Mais les seigneurs de la route, les grands coureurs, ne se sont pas livrés à une bataille. Alors, ils nous feront mentir, on l'espère, dans Aspin et Pays-Ressourdes. Mais pour l'instant, c'est une étape tronquée et ça confirme tout à fait cette vérité du cyclisme qui dit que ce sont les coureurs qui font la course. Vous pouvez mettre n'importe quelle étape au menu des coureurs. Il n'y a pas de tour difficile, il n'y a pas de tour facile. Au niveau de la topologie, il y a simplement des tours faciles ou difficiles parce que les coureurs décident ou pas de faire la course. Et aujourd'hui, on va dire que ce n'était pas un Tourmalet difficile parce que les coureurs l'ont décidé. Ce n'est pas les pentes du Tourmalet qui ont changé. Pas du tout, et demain qui est une étape de col aussi avec des cols beaucoup moins difficiles, il y aura peut-être plus de dégâts demain. Attendez, on va quand même pas tirer dans le Tourmalet. Ah oui, pour le Tourmalet, pas pour l'étape. Hein. Oui, non, mais pour le Tourmalet. Parce qu'il reste 76 km, mais pour le Tourmalet, il faut se contenter de ça. Peut-être la descente aussi très dangereuse tout à l'heure a-t-elle refroidi les ardeurs? Très certainement. Jean-René? Oui, nous sommes remontés avec la moto pour nous retrouver donc derrière les hommes de tête. Alors dans le dernier kilomètre, le brouillard est de nouveau dense, moins dense qu'il ne l'était au sommet de l'Aubisque, mais il est dense. Et je vous confirme cette température. Véritablement, il fait très froid, très froid. Et il va falloir que les coureurs, bien sûr, en tiennent compte après l'ascension en fonction de la descente. On se souvient des fameux journaux que l'on glissait sous les maillots pour se protéger du froid au moment de la descente. Il va falloir que les coureurs, je le répète, en tiennent compte car la température est vraiment très fraîche. Il y a au moins un écart de 35 degrés par rapport aux conditions météo vécues par exemple hier sur la route. C'est quand même énorme comme amplitude de température. On entend bien l'ambiance dans cette fin d'ascension avec tous ces spectateurs qui ont bravé le froid. Ils ont du mérite. Et on a rajouté un autre palmarès des pas très malins, ce monsieur qui courait avec son drapeau là. Pas très malin, c'est très gentil. Oui, mais on est à la télévision, public. Oh la foule qu'il y a ici. Et ceux qui se posent des questions sur l'enthousiasme du public pour le Tour de France. Vasseur sprint pour le passage, mais ça va être différent. Oui, on voit pas grand chose là, il faut être honnête. Vasseur fait 2, c'est Elie qui va passer en premier. À moins qu'on soit, si on est passé, voilà. Vasseur deuxième, Elie premier, donc à notre compte, Elie est toujours le leader du classement du maillot à pois.
Et à noter qu'au sommet de ce Tourmalet, même la caméra n'arrive pas à percer le brouillard, c'est dire l'opacité de ce brouillard. Et j'espère que ça ne dure pas trop longtemps dans la descente. Sinon, ça rendra la course extrêmement difficile parce que les coureurs ne peuvent pas voir très loin devant. Jean-René a dû aborder la descente. Nous sommes effectivement dans la descente et alors là le brouillard redevient similaire à celui de tout à l'heure, c'est de l'Aubisque, hein. On voit rien du tout, il n'y a pas de visibilité à 15 mètres, 20 mètres parfois, et il y avait tellement de nuages accrochés et depuis si longtemps qu'il y a une humidité qui est tombée sur la route. Alors il ne pleut pas comme c'était le cas ce matin, mais il y a une humidité qui rend la chaussée humide, donc évidemment glissante, avec toujours pareil la terre, les inscriptions, il y a beaucoup d'inscriptions qui ont été portées à la peinture. Il y a aussi une ligne marquant le centre de la chaussée qu'il va falloir éviter car tout cela bien sûr est glissant, descente difficile, très peu de visibilité. Rinero est intercalé, il faisait partie du groupe des contre-attaquants, et bien il est seul intercalé. Il fait une belle étape là. Et Agnolouto va suivre un peu après lui. Bonne performance des Français, Vasseur devant. Et maintenant Agnolouto avec Christophe Rinero également. Voilà, c'est difficile. Vous voyez à peu près ce que voient les coureurs. Il a fait une excellente montée, hein, Rinero, parce que tout à l'heure son groupe était pointé à plus de 4 minutes. Et oui, là il passe à 1,50. Bon, pour le top c'est dur, mais ça doit être 1,51. Et vraiment on a tellement souffert, j'allais dire ce matin, encore alors qu'il y a des gens des forces de l'ordre, c'est quand même bizarre de laisser passer cet abruti à la casquette là. Mais voilà, il continue, voilà. Et puis il va en mettre un par terre un de ces jours. Surtout pour l'exemple, vous voyez tous les spectateurs comme nous là courir à côté des coureurs. C'est impossible. Jean-Paul ? Oui, juste un mot pour vous donner les lâchers qui sont relativement moins nombreux que tout à l'heure dans l'Aubisque, puisque donc outre la série que je vous ai donnée tout à l'heure, on peut y ajouter Xavier Jean, Siandri, Leproux, Alonso, Denbacher. Il y a aussi Aldag de la Télécom qui a été lâché. Et il y a Teterio, Garcia Acosta, Le Breton, Ferrigato, Pozzi. Voilà pour les principaux lâchés. Et cela fait déjà 2 ou 3 kilomètres de cela. Depuis plus un seul lâché. Nous sommes dans le dernier kilomètre. Nous allons l'être en tout cas. En tout cas, on vous le cache pas, alors que Salahoun, Farazain vont passer à leur tour. Eh bien, on est inquiet pour cette descente. Tout à l'heure, on a vécu vraiment dans l'inquiétude la descente, alors qu'il y a un petit incident technique là pour Farazain. Il a perdu une pédale. J'espère qu'il n'a pas cassé une cale. C'est inquiétant la descente. On voit le nombre de chutes qu'il y a eu tout à l'heure avec les abandons qui en ont découlé entre Magnin et Casagrande. Eh bien là, il va falloir encore regardez là, les conditions dans lesquelles les coureurs engagent la descente. Tout à l'heure, on s'est ému de ces conditions. Eh bien, la suite, Jean-Paul Olivier est intervenu très souvent. On espère l'entendre moins dans cette descente. Ce serait dire qu'il n'y a pas d'incident et de chute. Mais c'est vrai que les conditions climatiques sont effrayantes. Avec cette route humide, ce brouillard à couper au couteau, on devine là. Et je vous rappelle que la vidéo voit beaucoup mieux que l'œil humain. Donc c'est dans un brouillard épais que se réalise cette descente, que c'est impressionnant. Jean-René. Oui Patrick, 10 mètres de visibilité, pas plus dans la descente, et une descente abordée tout comme tout à l'heure, extrêmement prudemment par les coureurs, par les 3 hommes de tête. Quand je dis très bien, je regarde le compteur, vous voyez 55, 60, pas plus vite, et encore dans les parties que l'on qualifiera, disons d'un peu plus roulantes. Nous venons de rentrer dans la Mongie, Patrick, pour vous permettre de nous situer dans cette descente. Nous sommes dans la Mongie avec les 3 hommes de tête et environ 10 mètres de visibilité. La Mongie à 73 km, vous savez c'est presque le sommet du Tourmalet de l'autre côté. C'est à quoi 3 km et demi du sommet, la Mongie. Et il reste encore 73 km. Avec un écart de 4 minutes 46 entre les hommes de tête, Vasseur et ses 2 compagnons d'échappée, Elie et Massy, et le peloton. Le peloton qui va s'engager dans cette descente très dangereuse et on croise les doigts pour ne pas connaître le même scénario que ce matin. Hello, Lano viennent de passer. Regardez, comme c'est impressionnant.
On vous laisse vivre cette descente pour que vous compreniez bien dans quelles conditions les coureurs vont l'engager. Et c'est surtout dans le peloton que ça va être dangereux. Petit problème de liaison là, que l'on comprend aisément quand on voit les conditions. Alors que les premiers attardés vont franchir le col après les hommes de tête.